Et rebonjour à tous, donc la partie 2 du chapitre 0b, puisque comme je disais, bon, la première vidéo était très longue, elles sont rarement aussi longues, donc ça fait pas de mal de changer quand même, de faire une pause et de changer de vidéo. Voilà, donc on arrive du coup à la partie 4, hein, je vous resitue, on venait justement d'étudier les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire cosinus, sinus, tangente, en tout cas une partie de leurs propriétés. On a déjà vu un certain nombre de formules, et donc là on continue, et notamment on arrive à la partie dérivation, même si là il ne va pas s'agir pour l'instant de démontrer quoi que ce soit, on va affirmer, on va essayer de retenir, d'apprendre, de manipuler, et viendront plus tard les plaisirs de la démonstration. On aura un chapitre justement sur la dérivabilité, donc ça reviendra tout ça. Voilà. Alors, donc justement, les fonctions trigonométriques sont dérivables à condition qu'elles soient définies. Donc, c'est ce que vous avez déjà dû voir pour cosinus, sinus. Bon, ce qui n'a rien de très compliqué puisqu'elles sont définies sur R, elles sont définies partout. Donc, bon, pas de souci. En revanche, pour tangente, c'est un peu moins évident. Et donc, bon, comme justement elle a un domaine de définition particulier, on est allé étudier sa dérivabilité sur ce domaine-là, donc du moment où elle existe. Et en fait, effectivement, du moment où elle existe, elle est dérivable. Alors, on va redonner donc déjà les dérivées que vous connaissez. La dérivée de cosinus, normalement, vous devez vous souvenir que ça fait moins sinus. Donc cosinus x, donc enfin cos prime de x, ce serait donc moins sinus de x. Sinus prime, elle, c'est cosinus, donc il y a une espèce d'échange, mais attention au signe, hein, parce que on a toujours tendance à confondre les primitives, les dérivés pour cosinus et sinus, et donc il y a souvent des petites erreurs de signe qui traînent. Et donc la dérivée de tangente, qu'on vous a sûrement déjà fait calculer, mais qui ne devait pas apparaître dans votre formulaire de lycée puisque n'est pas au programme, mais elle est au programme cette année. Donc, comment on la trouve? Je vois que j'ai pas prévu d'espace pour les petites démonstrations, parce que c'est pas vraiment une démonstration. Mais pour tangente, du moment où on admet qu'elle est dérivable, trouver sa dérivée, là, oui, c'est le calcul que je vais faire avec vous. C'est une possibilité, en tout cas, pour le montrer. Mais, bon, on admet déjà la dérivabilité. Euh, Donc être dérivable, hein, je rappelle que justement ça veut dire admettre une dérivée en A, si par exemple je parle de dérivable en A, dans un point A. Voilà, donc et après qu'est-ce que c'est admettre une dérivée? Bon ça comme je disais on y reviendra, c'est pas forcément l'objet non plus de ce chapitre. Donc tangente, on a dit tout à l'heure que c'est sinus sur cosinus, donc autrement dit c'est défini comme un quotient qu'on pourrait écrire U sur V, hein. Et donc, effectivement, on est tout à fait capable de calculer sa dérivée en utilisant les formules qu'on connaît déjà. Donc, si je veux calculer, du coup, tangente prime de x, je vais faire donc u prime de x, v de x, moins u de x, v prime de x, v prime de x, sur v carré, enfin v de x au carré. Et justement, si u c'est sinus et v c'est cosinus, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc on se retrouve avec cosinus fois cosinus, moins u c'est sinus, et la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc on se retrouve avec ça. Voilà, le tout divisé par cosinus de x au carré. Et donc au final, eh bien, ça nous fait cosinus de x au carré plus sinus de x au carré. Et rappelez-vous, enfin sur cos de x au carré bien sûr, rappelez-vous que ce carré plus sinus carré, ça fait toujours 1, quel que soit le x. Donc tout ça c'est égal à 1 sur cosinus de x au carré. Voilà, donc celle-là vous la connaissiez sûrement pas par cœur, mais maintenant on va en avoir besoin. Donc on va la prendre. Qu'on peut aussi écrire si on est bien observateur, hein. Regardez là, en fait on peut aussi casser notre fraction en deux fractions, donc ça nous ferait cos carré de x sur cos carré de x, donc 1, plus sinus de x au carré sur cos de x au carré, autrement dit c'est sinus sur cos le tout au carré, et donc c'est tangente au carré. Voilà, donc les deux formules sont parfaitement exactes.
Donc c'est valable, je le répète, pour tout x où tangente est définie, c'est-à-dire pour tout x du domaine de définition de la fonction tangente. Et donc tantôt on utilisera l'une, tantôt on utilisera l'autre. Tout dépend du contexte et de ce qui nous arrange, hein, finalement, puisque les deux sont parfaitement égales. Voilà, donc du coup, on est un petit peu embêté parce que je vais pas laisser beaucoup de place. J'avais prévu, je pense, d'écrire celle-là, mais c'est pas grave, on va rajouter à côté égal 1. Pardon, j'ai mis le x, du coup, il n'y avait pas. Là, j'ai juste les dénominations des fonctions. Donc 1 sur cos carré égale à 1 plus tangente carré. Voilà donc pour les dérivés à bien retenir et à pas mélanger avec d'autres dérivés déjà existantes. Déjà connues, disons plutôt. Ensuite, ce qui arrive juste après, c'est utile quand vous n'avez pas juste cos x, ou juste sinus x, ou juste tangente x. C'est-à-dire quand on va avoir par exemple cos de 3x carré, ou bien tangente de cos x. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui est imbriqué à l'intérieur de ma fonction trigonométrique, autrement dit, j'ai fait une composition. Donc on va retrouver la formule des compositions. Je ne sais plus si elle est directement en tant que telle au programme du lycée, je ne sais plus si dans la dernière réforme, bon peu importe, que c'est été écrit de façon formelle au lycée ou pas, de toute façon je pense que vous avez quand même remarqué que quand à la place de x on met u de x, c'est-à-dire qu'on fait réellement une composée, hein, on compose justement u de x par f, donc f de u de x, et bien ce qui se passe c'est que j'ai un u' qui apparaît, qui sort entre guillemets. Vous avez par exemple dans ce genre-là e de u de x. Quand vous dérivez, vous l'avez appris l'année dernière, on récupère u' de x, e de u de x. Bon, si je prends ln de u de x, ça aussi vous l'avez vu normalement quand je dérive, normalement vous avez dû voir que vous obtenez u' de x sur u de x. Et en fait ça c'est exactement u' de x fois 1 sur u de x. Donc au final on retrouve ici la dérivée de ln, mais à la place de x on a u de x, et devant le u' de x. Eh bien, ça, c'est pas pour rien si à chaque fois on a le même schéma. Alors, je vous écris pas tout, mais vous avez vu aussi avec racine de u de x, notamment, et vous l'avez peut-être même vu donc avec cosinus, sinus, je sais pas. En tout cas, dans tous les cas, à chaque fois, on a ce u' qui apparaît devant, entre guillemets, et au final, juste à côté, on retrouve la dérivée qu'on avait avec juste x, sauf qu'à la place de x, on a u de x. Et donc en fait, la formule qui est derrière, c'est que f de u de x, quand je le dérive, j'obtiens donc u' de x fois f', mais à la place de x, c'est u de x. Voilà, et si vous l'appliquez donc à toutes les fonctions que vous avez déjà vues, vous verrez que vous retrouvez bien ce que j'ai dit juste au-dessus, là, c'est-à-dire les formules déjà vues avec des u de x. Donc ça, ce que j'ai écrit là, c'est la formule de dérivation d'une composée. Voilà. Donc, alors là c'est avec U, on peut l'écrire de façon encore plus formelle avec G, hein, comme ça, donc f rond G' de x, c'est égal à G' de x, donc vous voyez c'est la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, entre guillemets, qui est la première, qui est celle qui est imbriquée, enfin qui est imbriquée, qui est à l'intérieur. Donc G' de x va se multiplier par f', mais pas de x, de G de x. Voilà, si on généralise, ça fait ça. Avec x, bien sûr, qui à chaque fois doit se trouver dans les bons ensembles, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit de telle sorte que f rond G soit bien définie et que G soit dérivable et ensuite que f' rond G soit bien défini aussi. Enfin bon, bref, il faut bien choisir les valeurs de x, mais en tout cas, la formule, c'est celle-là. Et donc, si on l'applique à notre fonction, justement, à la place de f, on met cosinus, sinus, tangente, on va retrouver exactement le même schéma. Donc, justement, normalement, la dérivée de cos x, on a dit tout à l'heure, c'est moins sinus x. Donc là, on va se retrouver avec le u' de x, toujours, mais multiplié par moins sinus, qui est la dérivée de cos, mais pas en x, en u de x. Voilà donc pour la formule. Alors ce moins, moi je vous propose de le mettre devant plutôt. C'est pas... Attendez, je vais l'écrire autrement, mais c'était pour vous expliquer d'où ça venait. Et on met le moins donc devant. Pour le sinus, même principe, sa dérivée c'est cosinus. Et donc on va avoir
u' toujours, multiplié par cosinus qui est la dérivée de sinus, mais pas de x, de u de x. Voilà. Et la tangente, même idée, si je prends 1 sur cos carré, je vais prendre cette formule-là, je ne veux pas le faire avec tout non plus. Donc pareil, j'ai un u' qui apparaît, qui va se multiplier par 1 sur cos carré de u de x. Autrement dit, ça va faire sur cos carré de u de x. Voilà, bon. Alors après, pour vous en souvenir plus facilement, vous pouvez enlever le 2x qui traîne partout, même si, bon, on a dû vous l'expliquer, ça aussi, formellement, mathématiquement, on écrit bien avec l'antécédent, avec les x. Maintenant, si je veux l'écrire en version fonction, dans ce cas, ça donnerait cos rond u le tout prime égale moins u prime sinus rond u. Voilà. Si vraiment on n'écrit que en termes de fonction et pas d'image, donc de réel, là j'écris vraiment juste en termes de fonction, ça donnerait ça. Et le souci, c'est que souvent, c'est pas quelque chose qui vous parle bien, quoi. En tout cas, cette notation fonctionnelle. Donc, comme vous la maîtrisez pas encore, moi, je pense que c'est bien d'écrire tout avec des x quand vous avez besoin d'être bien précis. Et après, dans votre tête, rien ne vous empêche évidemment de retenir moins u' sinus u, quoi. Voilà, évidemment. Ou bien encore mieux même de retenir ce principe de dérivée de composés qui vous permet de toutes les retrouver en fait. Hein. Voilà, bon. Donc ça, c'est pour la partie dérivation. Comme je disais, je n'irai pas plus loin dans la démonstration. Et la proposition complémentaire, pareil, on ne la démontre pas là aujourd'hui. On verra, je dis des parce que justement, c'est quelque chose qu'on démontrera à plusieurs reprises, de différentes manières. On verra des démonstrations pour démontrer donc que pour tout x, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est valable pour tout x, la valeur absolue de sinus x est toujours inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Voilà. Donc, si par exemple je me place pour x entre, disons, entre 0 et pi, voilà, c'est-à-dire j'ai un sinus qui est positif, qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire qu'entre 0 et pi, mon sinus, rappelez-vous, il faisait un morceau de sinusoïde comme ça. Et en fait, ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je trace, donc, bon là j'ai fait ma sinusoïde avec une échelle qui est très, qui est pas du tout, qui donne pas du tout un repère orthonormé, hein, donc forcément. Si je trace en fait la droite d'équation y égale x, elle va se retrouver, je vais prendre, elle va se retrouver par là. Donc il faudrait, enfin ça passe par l'original bien sûr, pardon. Et après ça passe par 1, 1. Et en fait, 1, c'est à peu près par là. Et voilà, il y en a, on a un ici. Donc, on a une droite comme ça, qui est y égale x, qui est la première bisectrice. Et donc, ce qu'on vient d'affirmer, c'est que sur 0π, par exemple, eh bien, la courbe de sinus est en dessous de cette droite. On aurait sinus x inférieur ou égal à x, puisque là, x est positif, sinus x est positif, donc les valeurs absolues ne sont plus utiles. Et voilà, donc on récupère ça. Et ce qui est fort, c'est qu'en réalité, c'est valable pour tout x, pas que sur cet intervalle que j'ai choisi là pour l'exemple. Bon, ça c'est une petite proposition, je dis petite, mais en fait elle est assez utile, hein, qu'on commence, disons, à vous insinuer, insinuer dans votre esprit pour que ça reste quelque part, et que quand ça revienne, après on soit de plus en plus à l'aise. Voilà. Et puis pour commencer à avoir des intuitions, on va dire, voilà, des intuitions sur des ordres d'idées, enfin on y reviendra, vous verrez. En tout cas, voilà, essayez de retenir le concept et puis ça reviendra. Donc les exemples, bon les exemples sont assez classiques, je dirais, alors plus ou moins, hein, si on prend le dernier par exemple, il y a quand même, ça peut faire peur, même si, bon au final on va s'en sortir, hein, mais... Voilà. Et attention, vous demandez aussi le domaine de dérivabilité, c'est-à-dire où est-ce que nos fonctions vont être dérivables, sachant qu'on connaît déjà le domaine de dérivabilité de chacune des fonctions trigonométriques prises à part. Et que bien sûr, on aura l'utiliser directement. Alors, si je prends la première fonction, donc rappelez-vous comment on dérive, hein, on analyse déjà au départ quelle est
la structure, entre guillemets, de ma fonction, hein, donc enfin de son expression. Donc la tangente x fois sinus x, c'est un produit. Donc je vais aller chercher u fois v, hein, la formule de dérivation d'un produit, sauf si, bien sûr, une des deux fonctions est constante, auquel cas, c'est pas la peine. Là, c'est pas le cas, j'ai deux fonctions non constantes, tangente x, sinus x, que je vais essayer de multiplier. Alors, à noter quand même, parce que c'est une possibilité aussi, on aurait pu écrire tangente x comme sinus x sur cos x, et après procéder par quotient. Donc ça, à voir avec vos préférences. Moi, là, je vais procéder au produit. C'est aussi l'occasion de travailler un petit peu enfin, en tout cas, d'appliquer un peu la dérivée de la tangente qu'on a vue tout à l'heure. Donc, tout ça pour dire que f, on peut l'écrire... Alors, je vais peut-être pas prendre du rouge. Voilà. F, on peut l'écrire comme... Excusez-moi, je change juste l'épaisseur. On va y arriver. Donc, f, on peut l'écrire comme u fois v, avec u de x qui serait égal donc à tangente x, et v de x qui serait égal à sinus x. Alors d'ailleurs, tant que j'y suis, avant que j'oublie ou que vous me posiez vous-même la question, vous avez dû remarquer que parfois on écrit sinus x ou bien sinus avec les parenthèses. Les deux sont acceptables, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien ne pas mettre de parenthèses, mais attention, dès que vous aurez plus d'un caractère, c'est-à-dire là j'ai qu'une lettre, j'ai que x, donc effectivement sinus, de toute façon il faut bien qu'il s'applique à quelqu'un, donc il va s'appliquer à celui qui est juste derrière, c'est pour ça que les parenthèses sont pas... Enfin, il est toléré en tout cas de ne pas les mettre, on devrait les mettre normalement, mais c'est toléré de ne pas les mettre. En revanche, attention, dès qu'il y a plus d'un caractère, c'est-à-dire plus d'une lettre, ou qu'il y a aussi un chiffre, enfin il y a autre chose, quoi, il n'y a pas qu'un truc, là vous avez l'obligation de mettre des parenthèses, parce que si par exemple j'écris sinus 3x, si je ne mets pas de parenthèse, en réalité c'est sinus de 3, plus loin, fois x. Voilà, puisque s'il n'y a pas de parenthèse, le sinus va s'appliquer qu'au premier caractère qui suit. Voilà, alors je le dis pour le sinus, c'est valable évidemment pour toutes les fonctions et pour des tas de situations. Donc attention au parenthésage qui a vraiment un rôle à jouer qui n'est pas une simple décoration dans la plupart des cas. Donc soyez très vigilants là-dessus. Bon, bref, donc ici bon, j'ai mis les parenthèses mais elles ne sont pas indispensables. Donc V, ok, U', donc ça on l'a vu tout à l'heure justement. Donc 1 sur cos carré. Alors on pourrait écrire un plus tangente carré, hein, c'est pas faux. Bon, cela dit, on sait que après l'autre fonction, il n'y a que des sinus. Bon, on aime bien quand même hein, quand on peut se retrouver avec des sinus et des cosinus plutôt qu'avec des tangentes. Donc, bon, là, je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher la formule avec tangente carrée. Donc, je garde 1 sur cos carré et V', dérivé de sinus, pardon, qui est cosinus. Bon, j'applique... Ah oui, j'ai pas donné le domaine de dérivabilité. Pardon, alors justement, il s'agit d'un produit. Un produit est dérivable à condition que les deux facteurs le soient hein, sur l'intervalle considéré. Or, sinus est dérivable sur R et tangente est dérivable sur son ensemble de définitions, sur son domaine de définition. Autrement dit, le produit va être dérivable sur le domaine de définition de tangente. Voilà, il n'y a pas d'autres contraintes. Donc je vais l'écrire là, dérivable sur... Autrement dit, ça veut dire que je peux prendre n'importe quel x dans l'ensemble de définition de tangente. La dérivée existe en ce x-là. Alors, donc f' de x, ce serait donc u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Donc ça, a priori, cette formule, elle est déjà connue depuis un moment. Je remplace, donc... 1 sur cos de x au carré fois sinus x plus tangente x fois cos x. Voilà. Du coup, ça me fait donc sinus x sur cos de x au carré plus tangente x fois cos x, mais tangente x, rappelez-vous, en fait, c'est sinus x sur cosinus x multiplié par cosinus x. On voit bien quand même ce qui va se passer. Alors, je suis juste en train de réfléchir à ce qui est le plus intéressant pour nous. Bon, ça va pas changer grand-chose, hein, donc autant l'écrire comme ça. Donc, je me retrouve avec sinus x
qui est facteur de 1 sur cos carré de x, enfin cos de x au carré, plus 1. Voilà donc pour ma dérivée de tangente. C'était quoi tangente fois sinus? Voilà, pardon. Donc ça, c'est la dérivée de f. Voilà, bon. Donc c'était un produit, ça nous permet de revoir la formule des produits aussi, et on a utilisé les formules qu'on a vues juste au-dessus. Ensuite, donc si on en vient à g, gl c'est donc moins 2x au carré sur cos 3x. Là, pour le coup, on a un quotient cette fois. Donc g, je peux dire qu'il s'écrit u sur v avec, donc là aussi on va préciser, donc u de x qui est égal à moins 2x carré, v de x qui est égal à cosinus de 3x. Voilà. Et pour le domaine de dérivabilité, c'est quand même un petit peu plus délicat, parce que donc un quotient, il est dérivable à condition que u et v le soient, mais il y a une autre condition. Évidemment, il ne faut pas que v s'annule, puisque du moment où je fais un quotient, au-delà de la dérivabilité, ça ne va même pas être défini, en fait, hein, donc encore moins dérivable. Donc, va quand même falloir là chercher quand est-ce que mon dénominateur s'annule pour pouvoir enlever ces valeurs-là. Et toutes les autres devraient être bonnes, puisque moins 2x carré est dérivable sur r, et cosinus de 3x est dérivable sur r, si je le prends à part, si je ne le mets pas dans un quotient. Puisque cosinus est dérivable sur r, et 3x aussi, donc il n'y a aucune contrainte. Donc vraiment, la seule contrainte qu'on a là, c'est les éventuelles valeurs interdites. Et effectivement, cosinus 3x, ça peut s'annuler. Alors, on va l'écrire tout ça. Alors, u et v sont dérivables sur r. Je ne détaille pas davantage, hein, j'ai déjà expliqué pourquoi. Là, il reste donc à déterminer les éventuelles valeurs de x qui annulent le dénominateur. Donc annulant, ici c'est v de x, c'est-à-dire cos 3x. Voilà. Donc or, donc justement, si on cherche à voir quand est-ce que cela s'annule, donc ça me fait cette équation. Et ces équations-là, rappelez-vous, on l'a fait, enfin on les a faites, on les a vues, le même genre en tout cas. 0, on peut l'écrire comme le cosinus. Alors, vous pouvez aussi le faire de façon plus intuitive, hein. Mais bon, si je récupère la méthode qu'on avait mise en œuvre, donc 0, on peut l'écrire comme le cosinus de pi sur 2. Et j'ai cos égale cos, donc on avait dit, les cosinus sont égaux à condition que soit les deux réels soient égaux modulo 2pi, soit opposés modulo 2pi. Donc là, j'ai soit 3x égale pi sur 2 plus 2k pi, k appartenant à z évidemment, soit 3x égale moins pi sur 2. Et effectivement, hein, l'autre endroit où le cosinus s'annule, c'est moins pi sur 2. Donc plus 2k pi avec k appartenant à z, k ou k prime. Hein, bon, normalement, du moment où on n'est pas dans la même égalité, vous pouvez garder la même lettre, mais si ça vous gêne, vous pouvez mettre k prime. Donc ensuite, nous, on veut quand même les x, donc on va tout diviser par 3, et puis finalement, j'ai envie de dire, le tour est joué. Donc plus 2k pi sur 3, on a déjà rencontré ce type de situation. Et là, pareil, moins pi sur 6 plus 2k pi sur 3. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que ce sont les seules valeurs qui posent problème pour dériver. Donc, notre fonction, elle va être dérivable partout, sauf en ces points-là, en ces valeurs-là. Donc, ce sera R privé de toutes ces valeurs-là. Et donc, tout ça, on l'a déjà vu, comment ça se note, etc. Donc, normalement, là, vous commencez à avoir le bagage qu'il faut pour traiter ce genre de questions. Alors, il vous faut sûrement un petit peu plus de temps que moi, ça c'est normal, c'est même tout à fait normal. Mais en tout cas, ça doit commencer à être possible pour vous. Donc justement, je peux en déduire, donc là je vais le faire là. Donc, G est dérivable. Donc là, je donne le domaine de dérivabilité sur R privé de, et donc là, je vais enlever la première famille et la deuxième famille de x qui ne sont pas possibles. Donc j'ai pi sur 6 plus
2k pi sur 3 avec k appartenant à z. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a fait pour dire qu'il y avait une autre famille? On l'a fait donc dans l'autre vidéo. On met un union. Donc en fait, on peut mettre une accolade d'ailleurs globale. Je ne sais plus si je l'avais fait ou pas sur l'autre. C'est plus correct de la mettre. C'est un peu lourd en termes de notation, alors parfois on ne le met pas. Mais en toute rigueur, normalement, il faut la mettre. Voilà. Donc sur R privé de toutes ces valeurs-là. Donc sur ces valeurs-là, enfin donc sur les bonnes là, R privé de ces valeurs, c'est dérivable. Et donc maintenant, on peut se lancer dans notre calcul de dérivabilité. Donc pour tout x dans l'ensemble de dérivabilité, j'ai dit calcul de dérivabilité, pardon, calcul de dérivée bien sûr. Donc g' de x va être égal à u' de x fois v de x moins, donc là attention c'est bien un moins, mais ça a priori vous connaissez déjà, moins uv' sur v de x au carré. Donc on remplace, alors j'avais pas écrit pardon les u' et les v', donc u' de x c'était bien sûr moins 4x, pas de souci. Et v' de x, attention, c'est déjà une composée en tant que telle, mais que vous avez déjà vu normalement l'année dernière, celle-là. Donc on a dit, le u ici c'est 3x, je sors le u', donc 3. La dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc je vais avoir moins sinus, mais en 3x et pas en x. Et donc je mets le moins devant, et donc ça me fait moins 3 sinus de 3x. Vous avez peut-être vu la formule l'an dernier un peu plus simple de sinus de ax plus b. C'est-à-dire que c'est le cas particulier où u de x est une fonction affine. Donc à la place du dx, on met ax plus b. Et donc dans ce cas-là, on n'a que le a qui sort parce que le a est la dérivée de ax plus b. Donc vous avez peut-être vu cette formule-là qui est toujours valable. Hein, simplement, on vous en donne une plus générale ici parce qu'on n'aura pas forcément une fonction affine à l'intérieur du sinus. Ici, c'était le cas. Donc bon, ça marchait encore. Donc alors, u' du coup, moins 4x fois v, donc cosinus 3x, moins u, autrement dit, moins 2x carré, attention au signe, fois v', c'est-à-dire moins 3 sinus de 3x. Le tout sur v, donc cosinus de 3x au carré. Bon, ça va pas faire quelque chose de très beau, hein, mais c'est pas grave, c'était pas forcément le but non plus. Alors, attendez, parce que j'ai juste... Ah oui, c'était un cube. Parce que je me disais, j'ai l'impression que j'ai une erreur de... Ah non, c'est un carré. Ah non, non, c'est bon, pardon, c'est moi. Non, non, c'est bon. C'est moi qui avais mal lu l'énoncé. Non, non, on avait bien le carré, comme je l'ai d'ailleurs écrit. On est bon. Donc, du coup, là, j'ai mon moins 4x et l'autre, ça va me faire plus 6x au carré. Donc, je vais pouvoir mettre un x en facteur. Moins x même. Oui, c'est ça. Donc, j'ai moins x en facteur. Et à l'intérieur, il va me rester 4 cosinus de 3x. J'allais dire moins, donc plus, donc 6x sinus 3x. Alors j'ai mis x en facteur parce que c'est toujours assez commode de factoriser les dérivés pour les études après. Mais bon, c'est pas franchement plus beau, hein. Disons que c'était une dérivée qui de toute façon n'était pas destinée à être rendue plus belle. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. Le but là c'était surtout de s'entraîner sur le calcul, donc peu importe, elle est déjà très bien. Donc voilà, on a notre dérivée qui est valable donc pour tout x dans l'ensemble de dérivabilité qu'on a déjà étudié. Et le dernier, qui peut faire peur et qui finalement, bon, vous allez le voir, va s'avérer pas si tordu que ça, qui lui est une composée. Alors, je vais le mettre... oui, j'ai encore de la place, donc c'est bon. Donc là, c'est h de x et h de x, donc c'est h... ouais. Alors, je vais vous l'écrire comme ça. Donc, h de x égale sinus de u de x. En fin de compte, je suis en train de me dire, on a la formule déjà écrite comme ça dans le cours, donc autant en profiter. Oui, d'ailleurs, maintenant que je le dis là, tant que j'y pense, je ne sais pas si... Moi, ça me semble logique, mais j'essaie toujours de me dire que ce qui est habituel pour moi l'est évidemment pas pour vous, parce que vous n'avez pas encore pris le temps d'avoir eu le temps, disons, d'avoir des habitudes.
Oui, donc quand on écrit là ça, cosinus rond u prime, etc., on est bien d'accord que c'est pareil que cosinus de u de x qu'on a dérivé. C'est-à-dire que cosinus rond u de x, c'est cosinus de u de x. Et donc, bon, vous, je pense qu'en général, vous mettez le prime ici. Alors, je reviendrai sur ces notations qui ne sont pas tout à fait correctes. Mais disons que c'est toléré. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, je pense que pour vous, c'est l'équivalent donc de la notation que vous aviez. Et c'est une notation, je suis très honnête avec vous là-dessus, que j'utiliserai sûrement parfois aussi, parce qu'elle est bien pratique, elle est commode, c'est assez rapide, on met juste le prime. Mais quand même, je reviendrai là-dessus pour expliquer pourquoi c'est pas tout à fait juste rigoureusement parlant, pour que vous ayez juste conscience de ça. Du moment où on en a conscience, après, on peut utiliser des abus de notation par-ci, par-là, sans en abuser trop. Abuser des abus, ça veut rien dire, mais, mais vous comprenez l'idée. Voilà, donc, mais c'est juste pour attirer votre attention, et c'est pour ça que la notation là, qui est utilisée dans le cours peut vous paraître un peu barbare. Voilà, c'est parce qu'on a voulu rester très rigoureux. Mais vous pouvez vous dire que c'est la même chose que cos de u de x, donc prime. Donc tout ça pour dire que justement, là, si on écrit ça comme sinus de u de x, en fait, c'est bien, ça correspond bien à la formule qu'on a écrite juste au-dessus. Et donc avec ici u de x qui serait qui serait quoi? Qui serait cosinus de x au carré. Voilà. Donc elle-même, pas si simple à dériver. Le domaine de dérivabilité. Rappelez-vous, sinus est dérivable sur R, donc aucun souci. Tout va dépendre de l'ensemble de dérivabilité de U. Et U, c'est cosinus de x au carré. Cosinus est dérivable sur R. Quand on la met au carré, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, le tout est dérivable sur R. Donc là, vraiment, pas de souci pour la dérivabilité. On a une dérivabilité qui n'est pas compliquée. Pardon, je parle et j'écris en même temps, ça fait pas bon ménage. Donc, dérivable et pas dérivabilité sur R. Donc, bon, ok, maintenant qu'on sait que c'est bien dérivable, il n'y a pas de souci, on peut se lancer. Donc déjà, le calcul de U'. Rien que ça, bon. Alors là, vous avez une fonction qui est mise au carré. Alors, soit vous faites ça comme un produit, puisque je peux encore l'écrire elle-même comme U fois U, en fait, enfin U fois V, mais avec V qui est égal à U, et puis après, vous appliquez la formule du produit, ça marche très bien. Soit vous connaissez, c'est encore une composée, hein, U de X, le tout au carré. Donc c'est la composée de U par la fonction carré, qui justement, quand on la dérive, alors je vais utiliser la fameuse notation dont je viens de vous parler, qui est pas très rigoureuse, mais tant pis pour qu'on se comprenne bien. Donc on a le fameux U' de x qui passe, qui arrive devant, hein, comme toujours, multiplié par la dérivée de notre fonction. La fonction, c'est la fonction carrée qu'on a composée. Donc 2 fois, ça devrait être 2x, mais au lieu d'être 2 fois x, ce sera 2 fois U de x. Donc normalement, celle-là, vous avez dû la voir déjà. Ça nous donne donc 2u' de x u de x, qu'en général, vous écrivez, vous, la dérivée de u carré qui vaut 2u'. Voilà. Et vous l'avez même vu, je pense, avec u puissance n, puisque ça se généralise à des degrés supérieurs aussi, et même inférieurs d'ailleurs, mais enfin avec des bonnes conditions. Et pas forcément des degrés entiers. Donc, du coup, si on applique cette formule-là qui est quand même plus rapide, qui est plus directe, donc ça nous fait notre... Alors là, attention, hein, parce que le U, alors j'ai remis un U parce que c'est ce que vous aviez normalement dans vos cours de lycée, mais pour nous, ce serait plutôt un W puisque le U est déjà pris. Donc ce serait plutôt W' fois 2 fois W de X, donc 2 fois W' fois W de X. Voilà. Et nous, notre W, c'est cosinus X. Donc la dérivée de cosinus, comme c'est moins sinus x, on va se retrouver avec ça. Donc 2u', u, donc cos x. Ce qui nous fait donc moins 2 cos x sinus x. Donc on a bien tout ce qu'il faut, et du coup, il n'y a plus qu'à appliquer pour trouver h' de x. Donc h' de x, alors on revient, attention à la fonction qu'on avait donc au départ, hein, qui était celle-là. Sinus de u de x, on a vu que pour le dérivé, on fait donc u' de x multiplié par cosinus de u de x.
Donc ça nous donne ici, sachant que notre U', c'est moins 2 cosinus x sinus x, multiplié par cosinus 2 cosinus x au carré. C'est pas beau, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et en fait, je suis en train de regarder, on ne peut pas faire mieux. Donc, c'est pas grave, on va garder ça. Donc, h' de x, on ne peut pas vraiment le simplifier. Attention à ne pas sortir le carré du cosinus, hein, ce serait faux. Le carré est sur le cosinus qui est à l'intérieur de l'autre cosinus. Et il n'y a pas de raison que ça sorte, hein. Cosinus de a carré, on n'a jamais dit que ça faisait cosinus de a, le tout au carré, ça marche pas. Donc on ne fait pas ça. Donc du coup, on ne peut pas aller plus loin. On pourrait dire éventuellement que tout ça, ça fait sinus de x. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça nous arrange beaucoup. Après, ça dépend du contexte de l'exercice. Là, c'est uniquement calculatoire, donc bon, on ne sait pas trop finalement quels sont les contours de ce qu'on pourrait attendre. Là, j'entoure simplement les résultats pour que ce soit un petit peu plus lisible. Voilà. Donc pareil ici. Et on va passer à la suite. Et là, j'avais ça. Voilà. Est-ce que je vais entourer en noir? Ce sera plutôt les fonctions de départ. Voilà. Ok. Donc, nous voilà donc sur la dernière partie. Vous allez voir que on n'a pas fini, hein. Il y a quand même encore quelques petites choses et il y aura pas mal de choses pour votre mémoire, notamment un peu de travail, parce que là on arrive vraiment sur d'autres formules et pour le coup, en général, vous en maîtrisez quasiment aucune en arrivant du lycée. Il y en a qui ont été un petit peu vues, mais c'est tout. Et c'est normal, hein, n'y voyez pas de complexe. C'est simplement que c'est plutôt à la périphérie des programmes. Les premières, en tout cas, après les dernières, c'est même pas dans les programmes. Et donc, forcément, c'est normal que vous n'ayez pas ni trop de connaissances, ni trop d'aisance et de manipulation là-dessus. Mais c'est pas grave, c'est notre rôle aussi cette année de pallier à tout ça. Donc cosinus de a plus b, ça c'en est une que normalement vous avez rencontrée, et encore plus si vous avez suivi Math Expert, parce que normalement c'est repris aussi à l'occasion des nombres complexes. Bon, c'est encore une fois, c'est pas grave si ça n'est pas le cas. Juste, donc vous voyez qu'écrit preuve partielle, parce que justement on va pas tout démontrer. Ça aussi, ça fait partie des choses qui reviendront et qui auront une démonstration à un certain moment dans l'année. Mais là, on va pas démontrer les deux premières, c'est ça. Par contre, toutes les autres, on peut les trouver à l'aide des deux premières. Donc ce que j'appelle les deux premières, ce sont celles-là. Donc cosinus a plus b, attention à bien connaître la formule, à bien l'apprendre. Alors volontairement, je ne mets pas les parenthèses pour que ce soit pas trop lourd à lire. Mais vous pouvez les mettre si vous voulez autour du a et autour du b. Donc moins sinus a sinus b. Voilà. Donc cosinus de a plus b, c'est-à-dire que quand on fait la somme de deux réels, donc par exemple cosinus, j'en sais rien moi, de pi sur 3 plus pi sur 4, voilà, donc ça vous donnerait 7 pi sur 12, donc c'est intéressant, ça vous permet de récupérer le cosinus de 7 pi sur 12. Il se calcule de cette manière-là, avec a qui vaut pi sur 3 et b qui vaut pi sur 4. Voilà. Il y aura des petits exemples en dessous. Bon, attention, les exemples, vous verrez, c'est pas des applications directes, hein, donc n'hésitez pas, comme je viens de le faire là à l'oral, à vous écrire des petites applications directes. Donc voilà, donc pour vous en souvenir, il y a attendez, je vais l'écrire en rouge, quelques moyens mnémotechniques, des fois on dit si, voilà, pour qu'on se souvienne, avec, attention, un changement de signe pour le cosinus. Donc quand c'est cosinus a plus b, si, avec un changement de signe au milieu. Bon, ça reste un moyen mnémotechnique, hein, qui a ses limites, donc apprenez correctement la formule. Ensuite, pour le sinus, donc là, cette fois-ci, ça va être sinus a cos b plus, donc là, il n'y a pas de changement de signe, donc vous voyez, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux, plus cos a sinus b. Donc après, il y a un échange. Donc là, si on regarde le moyen mnémotechnique, on se souvient que pour le sinus, on ne change pas le signe, et que cette fois, on a si, si. Voilà. Là, encore une fois, un moyen mnémotechnique qui a ses limites. Voilà. Bon.
Donc ça, c'est la partie admise, quoi, disons, pour l'instant. Et tous les autres, en fait, on peut les retrouver. On va commencer par tangente de A plus B, là. Donc, tangente de A plus B, alors j'ai peut-être pas laissé assez de place, hein, je vous préviens, parce que si vraiment on veut toutes les démontrer, ça va prendre plus de place que ça, mais sûrement que quand j'ai écrit le cours, je devais me dire qu'on n'allait pas tout démontrer. Bon, quand on a compris l'idée, après c'est pas très long en fait. Tangente A plus B, en revanche, c'est intéressant. Surtout que souvent, on ne se souvient pas de la formule, donc on la recalcule. Donc c'est bien d'avoir vu une fois comment on fait. Donc tangente de A plus B, je rappelle que tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc évidemment, on s'y ramène, puisque nous, on a plus d'informations sur sinus et cosinus que sur tangente. Et bah, comme par hasard, justement, on a déjà les formules pour sinus et cosinus. Donc je remplace, ce qui va me faire donc sinus A cos B plus cos A sinus B pour le numérateur, divisé par cos A cos B, sinus A sinus B, moins sinus A sinus B, pardon. Voilà. Et là, l'astuce, pour faire... Parce que bon, l'idée, c'est quand même d'avoir une formule avec que des tangentes. Parce que parfois, c'est utile, justement, on travaille dans les tangentes, on reste dans les tangentes. Donc, on va essayer de rebasculer sur des tangentes. Et l'astuce, c'est de faire des factorisations pour faire apparaître des sinus sur cos ou éventuellement des cos sur sin, même si ce n'est pas le plus pratique. Donc là, nous, alors il y a plusieurs façons de factoriser, enfin surtout des ordres différents dans les factorisations. Bon, vous ferez comme vous voudrez. Moi, je propose par exemple de factoriser d'abord par cos B, mais je le fais au numérateur et je le fais au dénominateur. Parce qu'en fait, ça va me permettre, oui, je mets déjà d'avance les facteurs, ça va me permettre après de pouvoir donc compenser, enfin diviser en haut et en bas par cos B. Et donc au final d'avoir une expression qui ne sera pas trop compliquée. Voilà. Donc cos B. Alors pourquoi cos B? De la première partie du premier terme, il ne reste plus que sinus A. Et dans l'autre, ça va me faire cos A fois sinus B sur cos B. Et sinus B sur cos B, c'est justement tangente B. Donc là, on se dit, ah, c'est intéressant, je fais réapparaître du tangente. En dessous, on a un petit peu enfin, on a le même schéma, sauf qu'il y a un moins et que, enfin, on ne part pas de la même expression. Mais même idée, sinus A, sinus B, dans la partie factorisée, ça devient sinus A, sinus B sur cos B. Et sinus B sur cos B, c'est tangente B. Donc, je récupère sinus A, tangente B. Et je peux enlever mes cos B. Alors, on n'aime pas trop barrer, mais parce qu'en fait, c'est une division qu'on fait en haut et en bas hein, par cos B. Mais bon, là aussi, je vais garder des notations qui, je pense, vous sont familières. Donc, égal. Alors maintenant, j'ai ce qui reste là, numérateur, dénominateur. Donc, sinus A plus cos A tangente B, et en dessous cos A moins sinus A tangente B. Et je me dis, ben moi, j'aimerais bien avoir que des tangentes. Donc, finalement, comme il me reste, enfin, les sinus et les cosinus qui me restent, ils sont en A, je vais retenter une factorisation, cette fois-ci avec du A. Donc, par exemple, cos A. Donc cos A, si je factorise, le sinus A va devenir sinus A sur cos A, autrement dit tangente A. Et pour le deuxième terme, justement, il est dans le facteur. Donc je récupère tangente A plus tangente B. Et en dessous, si je factorise aussi par cos A, là je vais avoir un 1 moins, et donc sinus A, il va devenir sinus A sur cos A. Autrement dit, tangente A. Donc tangente A, tangente B. Et comme je peux enlever justement mes cos A, je récupère la fameuse formule qu'on va écrire dans l'encadré. Tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Voilà. Donc bon, pas naturel quand même. Hein. Alors là, je ne connais pas de moyen mnémotechnique particulier. Vous trouverez peut-être les vôtres. Donc en tout cas, on est en mesure d'écrire la formule. Donc tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Donc ça aussi, ça vous permet de trouver des tangentes qui ne sont pas des angles remarquables. Ensuite, parfois, eh bien, au lieu de faire pi sur 3 plus pi sur 4, on a plutôt envie de faire pi sur 3 moins pi sur 4, parce que ce qu'on recherche, c'est pi sur 12 et pas 7 pi sur 12. Bon. Et donc, il faut savoir le faire aussi avec les soustractions. Bon, si on admet les deux premières, en réalité, c'est pas très compliqué, je vais le faire pour cosinus, si vous voulez, ici. Donc, si je fais cosinus A moins B, c'est rien d'autre que cosinus de A plus moins B.
Et donc, on peut aller réutiliser la formule qui est censée avoir déjà été démontrée avec le plus, qui disait cocos ici avec changement de signe. Donc, cosinus A, cosinus moins B, moins sinus A, sinus moins B. Donc, ça nous fait cosinus A, cosinus B, puisque cosinus est une fonction paire. Or, en revanche, sinus est impair, donc sinus de moins B, c'est pareil que moins sinus de B, et donc il va y avoir moins moins, donc plus sinus A, sinus B. Voilà. Et donc on retrouve le cocos ici, mais cette fois-ci avec un plus. Donc finalement c'est cohérent avec le moyen mnémotechnique que je vous avais donné, puisqu'il y a de nouveaux changements de signe dans le cadre du cosinus, avec cocos ici. Voilà, donc en fait le moyen mnémotechnique marche aussi pour la soustraction. Donc co, si, voilà. Et je change le signe par rapport au signe que j'avais au départ, donc ça devient un plus. Donc je réécris là aussi, si, mais avec un plus. Voilà, et le sinus, alors je vous épargne la démonstration qui est exactement la même, hein, c'est exactement la même chose. On utilise la parité, d'abord l'addition, la soustraction qu'on écrit comme une addition, comme on a fait. Ensuite, on utilise la formule qui était celle de la colonne d'avant. Et ensuite, on utilise la parité et l'imparité de cosinus et sinus. Et donc pour sinus, même principe, sinus de A moins B, on va retrouver exactement le même moyen mnémotechnique, si cocosi, avec un signe inchangé. Donc là, j'avais un moins au départ, je me retrouvais avec un moins. Mais sinon, c'est la même formule. Donc, sinus A cos B, cos A sinus B, ça n'a pas changé, mais avec un moins, parce que cette fois, j'avais un moins au départ. Donc, si, si, avec signe identique. Voilà, donc c'est assez pratique hein, quand même. Et tangente à moins B, alors pareil, en gros on prend la formule qui est juste à gauche, hein, et à la place de B on a moins B. Et comme on sait que tangente est impair, on va pouvoir en déduire la formule pour tangente à moins B. Donc bon, franchement, si vous avez en tête que tangente est impair, il n'y a pas besoin de s'encombrer l'esprit avec tangente à moins B. Apprenez tangente à plus B, déjà, après, il faut juste savoir l'utiliser. Hein. Donc, comme tangente est impair, tangente de moins B, ça fera moins tangente B. Donc là, on récupère tangente A moins tangente B sur 1. Alors, tangente moins B va donner moins tangente B. Comme il y avait déjà un moins, ça va faire cette fois un plus. Tangente A, tangente B. Voilà. Donc bon, ça, à voir avec vous-même, mais comme je disais, vous en apprenez une, déjà c'est pas mal. Tangente A plus B. Bon, et la dernière, encore plus simple, puisque finalement 2A, c'est rien d'autre que A plus A. Donc on reprend les formules de la première colonne, sauf qu'à la place des B, on met des A. Donc on a des A partout. Du coup, on va avoir cocos ici, mais avec que des A, donc cos A, c'est-à-dire cos A au carré, moins sinus A, donc moins sinus A au carré. Moins sinus A au carré, donc ça c'est une première formule. Mais on peut aussi se souvenir que cosinus au carré plus sinus au carré, ça fait 1. Et donc, finalement, je vais quand même vous l'écrire ça quelque part. Donc cos 2A, je pense que tout le monde a à peu près compris comment je suis arrivée à cos de A au carré moins sinus de A au carré en utilisant ce qui a déjà été écrit. Et maintenant, à la place de sinus, par exemple, au carré, je peux écrire 1 moins cos carré, puisque on a dit que cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Et du coup, je peux faire mon calcul. Donc, alors si vous remettez bien les moins, les parenthèses avec les moins, etc., on va se retrouver avec 2 fois le cosinus de A au carré, moins 1. Et ça, c'est une formule très, très, très utile aussi, vous verrez. J'aurais pu le faire aussi, je ne sais pas s'il y en a qui se le sont dit, j'aurais pu le faire aussi en remplaçant cosinus carré. Donc cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré, de la même manière, toujours grâce à la même relation, moins sinus carré encore, qui était déjà là, et donc ça fait 1 moins 2 sinus carré de A. Donc une autre formule qui est très utile aussi. Donc au final, on se retrouve pour cos de 2A avec 3 formules possibles. Les plus utiles sont les deux dernières.
Et désolée, j'avais pas prévu de tout écrire. Je pense que j'avais prévu d'écrire que celle-là, parce que c'est quand même celle qui vraiment est la plus utile, mais la dernière aussi est très utile. Et la première, elle est utile aussi, hein, mais bon, bah souvent on préfère avoir que du sinus ou que du cosinus, donc forcément, c'est pas celle qu'on va aller chercher en premier. Sinus de 2A, même principe, sauf que ça va être un peu plus simple. Si je reprends sinus de A plus B, je mets que des A partout, donc sinus A cos A et cos A sinus A. Donc en fait, ce sont les mêmes termes qu'on additionne, et donc on en a deux. Donc 2 cos A sinus A. Ça, bon, formule que peut-être vous avez déjà vue. Et tangente de 2A, donc pareil, je prends tangente A plus B et je remplace B par A. Donc tangente A plus tangente A pour le numérateur, donc 2 tangente A, sur 1 moins tangente A au carré. Voilà, on a déjà de belles formules là. Mais c'est pas fini. Donc, ensuite, alors plus difficile à mémoriser, mais bon, on va y arriver, parce qu'en fait, c'est assez logique. Si je regarde mes... Alors, je vais essayer de dégorger un petit peu l'écriture. Bon, non, on y voit quand même. Si je regarde mes deux premières formules, qui, vous avez compris, sont les formules principales, puisque vous avez bien vu que toutes les autres découlent de ces deux-là. En les combinant, je peux trouver encore d'autres choses. Imaginons que j'additionne les deux lignes. Donc, quand on dit qu'on additionne des lignes, ça aussi, je pense que vous n'avez pas encore trop l'habitude, mais ça se fait très bien. Ça veut dire qu'on additionne tout ce qui est à gauche ensemble et tout ce qui est à droite ensemble, et ça reste égal puisque c'était égal au départ. Si j'ai A égale B et C égale D, quand je vais faire A plus C, ça devrait être égal à B plus D. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Donc justement, ah oui, pardon. Ah oui, alors excusez-moi. En plus, je vous ai dit ça. Oui, excusez-moi. Alors, oui, bien sûr, on va additionner. Alors, le principe est bon, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai pas dit que des bêtises. Le principe est bon. Simplement, on va aller chercher aussi ce qui est à côté. Excusez-moi, ces deux-là, elles vont être importantes, elles aussi. Voilà. Parce qu'en fait, pour cosinus, on va additionner, oui, mais pas les deux une sur l'autre, mais celles qui sont à côté. Donc cos A plus B et cos A moins B, je voulais dire, parce qu'il faut quand même avoir des choses qui se ressemblent. Donc si j'additionne, donc cos A plus B et cos A moins B, les deux égalités. Donc d'un côté, je vais avoir cos A plus B plus cos A moins B. Bon, jusque-là, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe de l'autre côté, parce que les sinus A, sinus B, comme d'un côté on a un négatif et pour l'autre on a du positif, quand je vais additionner, ben, ça va disparaître. Et il va me rester deux fois cosinus A, cosinus B. Alors je vais vous l'écrire une fois quand même. Ah mais j'ai écrit la preuve, parfait. Voilà. Donc j'écris ce que je suis en train de dire là, parce que c'est pas facile à suivre à l'oral, je veux bien l'entendre. Donc cos A, cos B moins sinus A, sinus B. Et donc en dessous, je vais écrire cosinus A moins B, c'est-à-dire celle qui est à sa droite dans l'encadré là, qui est la même mais avec un plus. Sinus A, sinus B. Voilà. Donc je prends ça. Et maintenant, j'additionne donc les deux égalités, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite ensemble. Donc là, de ce côté, je vais avoir cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Bon, jusque-là, c'est pas hyper intéressant. Égal. Et là, quand j'additionne, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça disparaît puisque ce sont les mêmes quantités avec un signe opposé. Et donc, il va me rester finalement 2 cosinus A, cosinus B. Et donc, moi, si je veux cosinus A, cosinus B, comme c'est le cas ici dans la proposition, ben, j'ai plus qu'à diviser par 2. Et donc, je vais récupérer qu'effectivement, cosinus A, cosinus B, c'est égal à 1 demi de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on va des produits vers des sommes, parce que je pars de deux cosinus qui se multiplient, et j'arrive à deux cosinus qui s'additionnent. Avec un 1,5, mais bon, lui, il ne va pas changer grand-chose à la difficulté. Donc ici, 1,5 de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Bon, pour sinus A, sinus B, on fait la même idée, sauf que si, donc on est d'accord que c'est cela, hein, si je veux garder ça, cette fois, il va falloir que les cosinus, cosinus, cosinus A, cosinus B s'éliminent. Pour qu'ils s'éliminent, il faut que je fasse une soustraction, pas le choix. Donc là, cette fois-ci, on va faire celle-là moins celle-là.
puisqu'en faisant ça, les cos A cos B s'éliminent, et il me reste sinus A sinus B moins sinus A sinus B, autrement dit 2 fois. Et donc après, il n'y a plus qu'à diviser par 2. Donc, ça nous donne 1 demi de cosinus, donc j'ai dit A moins B moins l'autre. Donc cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Voilà, donc ça se retrouve aussi. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin que je le réécrive, mais c'est exactement la même chose, hein. En fait, c'est exactement le même calcul, sauf qu'on fait une soustraction. Maintenant, sinus A cos B. Donc là, je pense que vous me voyez venir, on va utiliser les sinus. Donc sinus A plus B, sinus A moins B. Mais sinon, c'est exactement le même principe. Donc sinus A cos B, à chaque fois, c'est le premier terme. Et donc si j'additionne sinus A plus B, sinus A moins B, j'ai les cos A sinus B qui s'éliminent. Et donc, je vais avoir exactement le même phénomène. Donc, je vous l'écris si vous voulez, ça vous fera la preuve écrite clairement. Donc, j'ai dit sinus A plus B plus sinus A moins B. Ça revient à additionner les deux égalités, hein. Donc, sinus A plus B, on avait dit que c'était égal à sinus A cos B plus cos A sinus B. Plus, et sinus A moins B, donc ça c'est le premier morceau, et maintenant le deuxième morceau, sinus A moins B, c'est le même, mais avec un moins, donc sinus A cos B moins cos A sinus B, voilà. Donc cos A sinus B, justement, on n'en a plus, et on se retrouve avec 2 fois sinus A cos B, pardon. Donc si je veux juste sinus A cos B, je divise tout par 2, autrement dit je multiplie par 1 demi, c'est pareil, et donc je me retrouve avec 1 demi de sinus A plus B plus sinus A moins B. Et c'est donc ce qu'on va mettre dans l'encadré. Voilà, donc on verra dans quel cadre ça peut intervenir. Alors ça intervient moins souvent, hein, que celle que j'ai écrite en haut de la page, là, donc dans le premier encadré. Mais tout de même, hein, tout de même, ça arrive. Et notamment la dernière ligne, là, avec le en particulier, qui est intéressant, qu'on pouvait déjà déduire avec ce qu'on a vu avant, d'ailleurs. Mais bon, là, c'est une autre manière de le déduire. Donc, pour avoir cos carré de A, eh bien, il suffit de mettre B égale A, hein, sur la première ligne. Donc, je me retrouve avec 1 demi de cos de 2A plus cos de A moins A, c'est-à-dire cos de 0, donc plus 1. Et donc, eh bien, ça me fait 1 demi de 1 plus cos de 2A. Et pour avoir sinus carré de A, je prends la deuxième ligne, je mets B égale A aussi. Et donc, cette fois-ci, je vais me retrouver avec 1 demi de 1 moins cos de 2A. Voilà, puisqu'on a cos de 0 moins cos de 2A quand on met A égale B. Voilà, alors pourquoi je disais qu'on pouvait le retrouver? Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on a écrit là avec cos de 2A égale 2 cos carré moins 1, sauf que c'est renversé, c'est-à-dire que on a pris cette relation, enfin on peut le faire comme ça en tout cas, on peut prendre cette relation et faire en sorte d'isoler celui-là. Donc on va rajouter 1 et diviser par 2. Et donc on va exactement retrouver le 1 demi fois 1 plus cos de 2A. Donc c'est exactement la même formule qui est renversée, hein. Mais en tout cas, ce point de vue-là, c'est une autre manière de le trouver. Ok. Allez, on y est presque. Plus que cette formule. Et pas les plus simples. Alors, somme vers produit. Donc ça aussi, malheureusement, vous allez peut-être un peu les oublier. J'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, mais bon. Parce que au tout début, là, alors ça arrive quand ils utilisent, mais ça sera surtout plus utile dans d'autres circonstances et encore davantage en deuxième année. Mais bon, on commence à mettre une couche, hein, évidemment, là-dessus. Alors cette fois-ci, on veut passer des sommes vers les produits. En réalité, on est très proche de ce qu'on a déjà fait. Puisque, justement, là, tout à l'heure, on avait cosinus A plus B. Enfin, d'ailleurs, je peux l'écrire dans la preuve, hein. Donc, on sait que cosinus A plus B plus cosinus A moins B égale 2 fois cosinus A cosinus B. Et donc, si vous regardez bien,
finalement c'est très proche de ce qu'on veut, puisque après tout, on n'a qu'à appeler ça P et ça Q. Et il va falloir se débrouiller pour du coup savoir ce qu'on va mettre là à la place de A et à la place de B. Il faut connaître A, il faut connaître B. Mais on a déjà une petite forme quand même de ce qui se passe. Donc finalement, on cherche donc A et B. Donc P et Q sont fixés, hein, puisque c'est... peut-être que je l'écrive, pardon. Donc soit P, Q réel. Voilà. Et nous, on veut écrire cos P plus cos Q égale. Et on voudrait que ce soit écrit sous la forme d'un produit, puisque c'est justement l'intitulé de la proposition. Et là, ça tombe bien, puisque la formule, elle nous donne un produit à l'arrivée. Donc, on va essayer de faire aboutir ce raisonnement. Donc, on cherche A et B réels, tel que... Et donc, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit se passer que A plus B égale P, et que A moins B doit être égal à Q. Voilà. Donc, maintenant... Alors, les systèmes, on n'a pas encore revu comment... mais ça va arriver dans très très peu de temps. On n'a pas encore revu, mais j'en ai déjà parlé un petit peu. Disons que ce que vous savez faire le mieux, je pense que c'est la substitution, j'imagine. C'est-à-dire qu'on utilise sur une ligne pour avoir une relation qu'on va réinjecter dans la deuxième. Donc par exemple, la deuxième ligne, elle me dit que A égale B plus Q. Voilà. Et donc dans la première ligne, je remplace A par B plus Q. Donc ça me fait 2B plus Q égale P. Et donc B, il est égal à P moins Q sur 2. Et grâce à ça, maintenant je peux aller dans ma deuxième ligne remplacer B. Donc A, il va valoir P moins Q sur 2 plus Q. Et après, c'est que du calcul, hein. Donc je mets tout sur 2, ça me fait P moins Q plus 2 fois Q. Donc ça fait P plus Q sur 2. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que pour que notre relation elle fonctionne, il faut que A, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une. A doit valoir P plus Q sur 2 et B doit valoir P moins Q sur 2. Autrement dit, on va avoir donc cos P plus cos Q, c'est une espèce de changement de variable, entre guillemets, qu'on a fait. Hein. Cos P plus cos Q égale 2 fois cosinus, donc de, alors A, P plus Q sur 2, et cosinus de B, c'est-à-dire P moins Q sur 2. Voilà. Et donc voilà la première formule. Hein. Donc effectivement, c'est pas naturel comme ça. Mais là, a priori, vous devriez avoir à peu près compris d'où ça vient, être capable de la retrouver, de donner du sens. Donc, bon, j'espère que vous allez aussi réussir à la mémoriser. Donc 2 cosinus de P plus Q sur 2 fois cosinus de P moins Q sur 2. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Pour cos P moins cos Q, exactement le même principe. Là, on peut utiliser la deuxième, vous voyez. Et donc, on doit avoir A moins B équivaut P cette fois, et A plus B équivaut Q. Et voilà, c'est ça. Et le résultat sera pas cos-cos, mais sera sin-sin. Donc, bon, je vous laisse faire la même chose, hein, c'est exactement pareil. Et on va obtenir cette fois, alors attention parce qu'il y aura un moins, donc moins 2 sinus de P plus Q sur 2, sinus de P moins Q sur 2. Donc le A et le B en fait sont les mêmes, simplement on a des sinus et on a un moins qui apparaît. Je vous laisse faire le calcul, vous verrez pourquoi. Et après, donc sinus P plus sinus Q, eh bien même idée. Et là j'avais sinus plus sinus, donc ça marche aussi. Donc là, cette fois-ci, vous voyez qu'on utilise la troisième ligne, donc on a du sinus et du cos. Donc ça nous donne cette fois-ci 2 sinus de P plus Q sur 2 cos P moins Q sur 2. Voilà, donc le A et le B, là aussi, sont les mêmes, mais on n'a pas la même formule, pas les mêmes fonctions qui interviennent. Voilà, et après sinus P moins sinus Q, bon, ça revient à faire sinus P plus sinus de moins Q, hein, puisque sinus est impair. Du coup, vous pouvez jouer là-dessus et ça revient du coup à changer les signes de la relation qui est juste au-dessus. Donc ça nous fait sinus de P moins Q sur 2,
puisqu'à la place de plus Q, on a moins Q, puisqu'on a fait sinus de P plus sinus de moins Q. Donc c'est exactement la formule qui est au-dessus, mais avec moins Q à la place de plus Q. Donc voilà, on se retrouve avec cette formule-là. Voilà, donc bon, pas facile hein, à retenir, mais j'espère que vous avez au moins saisi la logique et que vous serez capable de travailler un petit peu tout ça, de les retrouver pour peut-être les ancrer plus facilement dans votre mémoire. Bon, et les toutes dernières, là, vous voyez que j'ai pas mis de cœur, parce que bah, ça peut être utile, bien sûr, mais c'est pas central. Donc c'est intéressant en tout cas de voir comment ça marche et pourquoi et d'où ça vient, etc. C'est un bon exercice. Après, bon, il n'y a peut-être pas de quoi, pour l'instant, en tout cas, s'engorger la mémoire, disons. Maintenant, si vous arrivez déjà à le mémoriser, bah, ce sera ça de gagner. Donc, je ne vais pas vous en décourager non plus, hein. Mais disons que j'ai essayé de mettre des priorités aussi, parce que ça fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup. Donc, celle-là, intéressante, mais moins centrale. Alors, donc là, l'idée, c'est que on pose, en fait, on voudrait exprimer cos x, sinus x et tangente x différemment. Et il s'avère, alors bon, évidemment, il y a des gens qui ont cherché avant vous, hein, il s'avère qu'avec tangente de x sur 2, on arrive à faire des choses intéressantes. Donc on aimerait le cos x, sinus x, tangente x, pouvoir l'écrire en fonction de tangente x sur 2. Donc de la tangente de la moitié de l'angle. C'est pour ça qu'on, dans la proposition, on a mis l'angle moitié. On passe par l'angle moitié. Mais bon, qui n'est rien d'autre que la moitié de l'angle. Voilà, alors, donc justement, on pose donc t égale tangente de x sur 2. Et tangente, enfin en fait, j'ai mis un truc pour la preuve, tant qu'à faire, je vais tout mettre dans la preuve, ce sera plus clair. Voilà, donc soit t égale, alors déjà, soit x, on va partir de là, donc soit x appartenant à... oui, en fait, il faut être dans l'ensemble de définition de tangente x sur 2. Alors, il faut ce qu'il y a vraiment besoin que je précise. On va mettre donc soit x tel que tangente x sur 2 existe. Voilà. Donc, par exemple, on ne pourra pas prendre x qui vaut pi, puisque tangente pi sur 2 n'existe pas. Voilà. Mais bon, ça reste des cas particuliers. Dans la majorité des cas, on pourra le faire. On pose t égale tangente x sur 2, maintenant qu'on s'est assuré que ça existe. Et à partir de là, du coup, bah, je vais essayer de faire des petits calculs. Alors, donc je pars de tangente x sur 2. Tangente, c'est sinus sur cos. Vous voyez qu'on a toujours le même réflexe, hein. Donc sinus de x sur 2 sur cos de x sur 2. Bon, très bien. Maintenant, les sinus et cos comme ça, on n'a pas grand-chose, à part quand ils se multiplient, mais là, c'est pas le cas, ou quand ils s'additionnent ou se soustraient, là, c'est pas le cas. On a un quotient. Donc, on va essayer de passer par le carré, parce qu'en revanche, sur le carré, on a un petit peu plus de résultats. On n'a pas des masses non plus, mais on en a un petit peu plus. Donc, passons par le carré. Alors, bon, moi, je sais évidemment où je veux en venir, hein. Vous auriez peut-être pas eu l'idée, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous arriviez à comprendre, à suivre et à commencer à habituer votre esprit à ce genre de raisonnement, quoi, et de réflexe. Donc, maintenant, ce que je peux utiliser, par exemple, c'est que cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. Vous vous rappelez, on l'a déjà dit, sinus carré plus cos carré, ça fait 1. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pour ça qu'on passe par le carré. Une manière de passer du cos au sinus, c'est quasiment celle-là tout le temps, parce qu'on n'en a pas 36. Donc, on passe par le carré pour pouvoir exprimer le cos en fonction du sin, ou vice-versa. Voilà. Et donc là, c'est justement ça qui nous intéresse. À la place de cos carré, je vais mettre 1 moins sinus carré. Donc j'ai 1 moins sinus carré de x sur 2. Bon, et donc là, ce qui devient intéressant, c'est que je vais peut-être pouvoir avoir une expression de sinus carré de x sur 2 en fonction de t carré, puisqu'en fait, on se rend compte que finalement, il n'y a que des sinus et des t.
Et sauf que t, on l'a posé, donc c'est celui qu'on veut garder dans notre expression. Donc on va transformer ça. Alors attention, on a bien pris le x pour que ce soit bien défini, pour qu'on ait le droit d'écrire des équivalences, hein. Donc là, je peux en déduire que 1 moins sinus carré de x sur 2 fois t carré est égal à sinus carré de x sur 2. On a multiplié toute l'égalité par 1 moins sinus carré de x sur 2. Voilà. Du coup, maintenant, si je rapatrie tous mes sinus carrés de x sur 2 à gauche, il va se passer, donc, alors là je développe, donc t carré moins t carré sinus carré de x sur 2, moins sinus carré de x sur 2 égale 0. Voilà. Et du coup, si je factorise par sinus carré de x sur 2, ça me fait donc moins 1 moins t carré. Et ce t carré, je vais le rapatrier à droite. Donc je vais avoir moins t carré. Et donc maintenant, je divise, sachant que moins 1 moins t carré, ça ne peut pas s'annuler, hein, sur les réels, puisque t carré plus 1 ne peut pas valoir 0, t carré ne peut pas valoir moins 1. Donc il n'y a pas de souci, je peux diviser sans problème, il s'agit bien d'une équivalence. Et si je multiplie en haut et en bas par moins 1, autrement dit je change tous les signes, j'obtiens que sinus carré de x sur 2 vaut donc t carré sur 1 plus t carré. Bon, alors vous allez me dire, ouais super, mais c'est pas ce qu'on cherche, quoi. Nous on veut cos x et sinus x. Sauf que, en fait on y est presque, parce que, rappelez-vous, on a vu que, alors je vais l'écrire là, rappel, on a vu dans nos formules que cosinus de A, ça s'écrit aussi 1 moins 2 sinus carré. Alors, pardon, là, nous on a mis 2A, sinus carré de A. Voilà. Si à la place de mon 2A, je mets x, ici, et bien là, je vais avoir x sur 2, puisque j'ai 2A d'un côté, de l'autre côté, j'ai A, donc j'ai la moitié. Donc, en fait, j'ai une formule pour cos x quand même, en fonction de sinus carré. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais la seule façon, d'ailleurs, j'ai pas dit la seule, hein, de passer de cos à sin, c'est par le carré, bon, c'est pas parfaitement vrai, puisque là, on voit qu'on a bien un cos qui n'est pas au carré, alors qu'il s'écrit en fonction de sinus carré, effectivement. Mais en revanche, l'angle n'est pas le même, donc, puisqu'on a quand même divisé l'angle par 2. Donc, bon, à chaque fois, il y a une contrepartie, on n'a pas beaucoup de formules magiques. En tout cas, là, elle va bien nous servir, puisque maintenant, on peut dire, bon, cos x, c'est 1 moins 2 sinus carré de x sur 2. Et justement, sinus carré de x sur 2, comme par magie, on a déjà son expression en fonction de t. Donc on peut dire que c'est 2 fois t carré sur 1 plus t carré. Autrement dit, si je mets tout sur le même dénominateur, ça me fait 1 plus t carré moins 2t carré sur 1 plus t carré. C'est-à-dire 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et voilà donc pour notre premier résultat. Donc cos x, on peut l'écrire ici, c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré, à condition que t soit la tangente de l'angle moitié. Voilà, pas naturel là non plus, hein, je pense pour la majorité d'entre vous en tout cas. Tant qu'on y est, sinus x, hein, on va pas s'en priver. Alors, sinus x, donc... sinus x, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Parce que, en fait, je suis juste en train de réfléchir. Est-ce que je peux utiliser le cosinus en passant alors à condition d'avoir déjà la tangente, ce que j'avais dû déjà faire. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors, le sinus. Donc là, on va passer par sinus carré. Ou sinus, même tout court. Ouais, alors sinus x, même idée, excusez-moi. J'ai pris un temps de réflexion pour essayer de vous proposer ce qui est le plus simple.
Ouais, ouais, non, on va passer par sinus carré, hein. Je vais essayer de trouver plus simple, mais j'ai pas en tête. Alors, il y a sûrement, mais là, ça me vient pas. C'est pas grave. Alors, donc, sinus carré. Donc, sinus carré, on peut utiliser 1 moins cos carré. Ça fonctionne. Ce ne sera pas forcément le plus simple parce que, vous remarquez peut-être, enfin, c'est pas ce qui me paraît le plus simple là comme ça en me projetant mentalement. Ou bien on peut utiliser le fait que, alors ça aussi c'est un rappel de ce qu'on a vu tout à l'heure, que sinus de 2a, c'était 2 sinus a cos a. Donc nous, si on veut sinus x, eh bien on n'a qu'à dire que c'est 2 sinus x sur 2 cos x sur 2. Voilà. Alors pourquoi je passe par le carré? Parce que nous on connaît sinus carré de x sur 2. C'est ce qu'on a fait juste avant. Et là j'ai sinus de x sur 2. Donc je suis obligée de tout mettre au carré pour avoir ça. Alors, en fait, je suis en train de réfléchir. Il me semblait j'avais une manière plus rapide et il me revient pas et ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Ah si, voilà, attendez. Tangente. Ah oui, oui. Ah mais oui, mais voilà. Oui, oui, alors excusez-moi. Il me semblait bien, c'est ce qui me turlupinait depuis tout à l'heure, que j'avais en tête au départ un schéma plus rapide que ça. Alors, on va aller plus vite. Ça marchait, hein, ce que je vous disais là. Seulement, ça fait passer par le carré, donc après, il y a un problème de racine. Bon. Donc, oh non, on va faire plus simple. Donc, la tangente, en fait, on va commencer par la tangente, puisque justement, on a vu tout à l'heure, donc ça, c'est un petit rappel aussi, que la tangente de 2A, c'était 2 tangentes A sur. En fait, ça, on aurait pu l'écrire dès le départ d'ailleurs, sur 1 plus tangente carrée de A, voilà. Donc, nous, si on veut tangente x, eh bien, il n'y a qu'à prendre là aussi l'angle moitié, hein. Donc, à la place de A, je vais avoir x sur 2. Et justement, pourquoi c'est intéressant? Parce que nous, notre t, c'est tangente de x sur 2. Donc en fait, tangente x égale à 2t sur 1 plus t carré. Voilà, ça, il n'y a pas à tortiller, c'est forcément vrai, sans passer par le sinus ou le cosinus en fin de compte, puisque notre t, c'est tangente de x sur 2, donc il suffisait d'écrire tangente x en fonction de tangente x sur 2. Voilà. Donc tangente x sont là, donc ce qui veut dire que ça, on peut l'écrire, on pouvait le mettre dès le départ. Donc là, on a 2t, j'ai dit 2t sur 1 plus t carré. Voilà, et on l'a de façon simple. Et donc, voilà, c'est là où je voulais en venir, donc à une preuve plus simple pour le sinus, que je voulais faire au départ, mais il me revenait plus que tangente x, il était déjà bon. Donc, sinus x, c'est finalement rien d'autre que, parce que rappelez-vous, tangente x, c'est sinus sur cos. Donc sinus, finalement, c'est cosinus x fois tangente x. Puisque quand je multiplie par tangente x, les cosinus se compensent, et donc il me reste sinus. Et comme par hasard, bah, j'ai déjà les deux. Cos x, on l'a trouvé déjà, c'était donc 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Voilà. Et on avait tangente qui est égale à 2t sur 1 moins t carré. Et en plus, ça arrange plutôt bien notre histoire. Et donc, on a 2t sur 1 plus t carré. Voilà. Donc, ah oui, alors je vous ai encore écrit une bêtise. Non, c'est bon. X. Oui, j'ai écrit une bêtise parce que c'était un plus. Alors, attendez. Il n'y a rien à faire. Quand on a commencé à s'en mêler les pinceaux, on s'en mêle les pinceaux. Donc, j'avais bien tangente de 2A. Ah, ben oui, mais voilà. Parce que je vous ai écrit une bêtise tout à l'heure. Autant pour moi. Il y en a sûrement qui l'ont vu. Et moi, collé à mon écran, j'ai pas fait gaffe. Ben non, même pas. Non, non. Ben, vous voyez, il va falloir que je me repose. Non, on est bon, il y a bien un moins, je dis n'importe quoi. C'est moi qui ne l'ai pas reporté ici et j'ai juste bêtement, voilà, juste bêtement fait mon erreur ici. Donc moins et donc moins. Et après, j'ai fait comme si j'avais pas fait l'erreur, mais je l'avais faite. Et donc, en fait, on est bon, voilà. Parce que là, j'avais bien mis un moins t carré. Voilà, je sais pas, j'ai dû m'en mêler en discutant en même temps. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, on retombe bien, du coup, sur 2t sur 1 plus t carré.
on est bon. Et là, il y avait un moins, c'est justement issu de mon erreur tout à l'heure. Voilà, on y arrive. Donc 2t sur 1 moins t carré pour tangente x, et 2t sur 1 plus t carré pour sinus x. Vous voyez comme il est facile de s'en mêler, hein, donc attention. Je pense en revanche que vous avez compris l'idée pour les retrouver, mais là clairement la preuve elle est quand même tordue, hein, même si on fait le calcul, faut penser au sinus x sur 2, etc. Donc ça c'est pour ça que c'est une proposition qui est quand même pas simple, en tout cas à démontrer, et en tout cas c'est un très bon exercice, donc je vous engage à le refaire, voilà, à tête reposée, calmement, sachant que là, vous avez vu hein, que je pouvais partir sur d'autres, il y avait d'autres manières de faire, il y a d'autres calculs qui mènent aussi à ce résultat, qui sont un peu plus longs. Donc sachant que là, je vous ai présenté le plus rapide, même si je me suis un peu remêlée au passage, mais je tenais quand même à vous présenter la version la plus épurée, disons. Voilà, donc après, libre à vous aussi d'essayer d'autres manières d'y arriver, puisqu'il y en a d'autres. Alors, les exemples, pour finir, qui sont tous, je les ai choisis en les mettant dans le cours, donc c'est pas au hasard, hein. Je les ai choisis de telle sorte à illustrer un petit peu tout ce qu'on peut vous demander. Il n'y a pas tout, bien sûr, ça ne peut pas être exhaustif, mais ça permet d'avoir un petit aperçu quand même, donc avec toutes ces formules qu'on vient de vous donner. Voilà, donc une première question, ça peut être donc une réécriture. Donc on vous donne une expression trigonométrique et on voudrait que vous la réécriviez en utilisant telle ou telle expression. Donc là, il s'agit d'utiliser des sinus de alpha x, c'est-à-dire sinus 2x, sinus 3x, sinus 4x, ou sinus 3 demi de x, tout est autorisé. Autrement dit, dans le sinus, on met une fonction qui est donc linéaire. Voilà. Alors, j'ai pas mis réel non nul, soit pourrait. Bon, de toute façon, réel nul, ça ferait 0, donc c'est vrai que ça poserait pas problème, c'est pas très intéressant. Mais... Donc vraiment un alpha réel quelconque. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Bon, déjà, je vais réécrire notre expression. Donc, x est un réel quelconque aussi, hein, on ne l'a pas précisé, mais il n'y a pas de souci de définition. Alors, le but, c'est de faire apparaître le plus de sinus possible, et après, on voit ce qui se passe, sachant qu'on a plein de formules maintenant à notre disposition. Là aussi, il y a plusieurs manières certainement de mener le calcul. Moi, je vous en présente une. Donc, une, c'est de dire que cosinus cube, c'est cosinus x fois cosinus au carré de x. Et donc, on peut écrire finalement cos de x fois... Alors, cos carré de x, je peux l'écrire comme 1 moins sinus carré de x. Donc déjà, c'est une première étape. Fois cos carré... Non, fois, excusez-moi, fois sinus x. Voilà. De là, je peux me dire, là j'ai un cos x, un sinus x, et donc on se souvient que alors il y a plusieurs formules qui nous le disaient. Alors soit vous utilisez, vous pouvez soit prendre, c'était celle-là, sinus de 2x, soit vous pouvez prendre, c'est peut-être plus naturel pour vous, celle-là, en mettant a qui vaut x et b qui vaut x. Bon, il y en a plein. En fait, je suis en train de regarder tout ce qui existe. Il y en a plein. Donc peut-être le plus simple c'est celle-là. Donc si je prends a qui vaut x et b qui vaut x, là on voit assez vite que ça va nous donner 1 demi. Je vais l'écrire là. Donc 1 demi de sinus de 2x. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est entouré. Et après il nous reste évidemment le dernier facteur, 1 moins sinus carré de x. Bon, alors j'ai toujours pas ce qui est demandé, hein, parce que j'ai le sinus de 2x, sur celui-là il rentre dans le moule de ce qui est demandé. En revanche, le sinus carré, toujours pas. Mais j'ai des ressources, puisque, alors là aussi, il y a plein de choix possibles. Bon, par exemple, il y a plein de manières de faire. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors c'est vrai que le cos carré, je l'avais transformé en 1 moins sinus carré. C'est peut-être pas le plus malin.
parce que le cos carré, on va remettre cos carré, ce sera peut-être plus rapide. Vous voyez que, en fait, c'est intéressant parce que là, finalement, je le fais en live avec vous. Et vous voyez que la réflexion, elle n'est pas forcément figée dès le départ, hein. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir le cos carré? Parce que, du coup, je peux écrire cos x, cos x. Et là, pour ça, on a la formule de produit vers somme, donc qui est là. Voilà, où on a donc sinus 2x et cos x. Donc, on peut utiliser encore la même, en fait, hein, celle qu'on vient d'utiliser. Qui va encore faire apparaître un 1 demi. Donc on va avoir du coup 1 demi fois 1 demi. Et donc à la place de ce que j'ai là où j'ai mis l'accolade, on aura sinus donc P plus Q sur 2, c'est-à-dire non P pardon, n'importe quoi. P plus Q, enfin A plus B, ici c'était A et B dans la formule. Donc A et B, donc A plus B ça ferait 3x plus sinus de A moins B, c'est-à-dire x. Et le tout fois le cos x qui reste. Voilà, et c'est intéressant parce que là, on n'est pas loin. On a quand même sinus 3x et sinus x, ils sont recevables. Et donc, on va avoir du coup un quart devant. Et là, si je développe mon cos x, il me reste donc cos x sinus 3x. Et donc, finalement, je vois que je peux encore appliquer la même formule. Et après, cos x sinus x, je peux encore appliquer la même formule. Et ça va fonctionner puisque ça me permet d'enlever les puissances puisque je transforme des produits en somme. Donc ça me fait, alors, un quart fois, alors ici je vais avoir un demi de sinus 4x, puisqu'on fait x plus 3x, plus sinus de 2x. Alors, bon, le cos x, on est d'accord que là je l'ai mis devant, vous pouvez le mettre derrière, hein, et donc vous faites bien 3x moins x. Donc sinus de 2x, donc ça c'est bon. Et ensuite, j'ai un demi ici de sinus de 2x, on l'a déjà rencontré tout à l'heure celui-là, plus sinus de 0, donc 0, hein, donc il nous reste ça. Voilà, et là on a fini, puisque si vous regardez bien, vous n'avez que des sinus qui conviennent, là il n'y a plus qu'à faire l'addition. Donc on a 1 huitième en facteur, et après il reste sinus de 4x, et des sinus de 2x, on en a 2, donc plus 2 sinus de 2x. Voilà, et donc là on a bien répondu au cahier des charges. On a transformé un méga produit en jolie somme. Voilà. Ensuite, le contraire en fait, hein, c'est-à-dire que cette fois-ci on vous donne un cosinus d'une fonction linéaire, un cosinus de 5x, et on voudrait que vous l'écriviez. Alors c'est pas tout à fait le contraire parce qu'on ne vous demande pas forcément d'écrire un produit, mais en tout cas on voudrait que des cos x. Donc on n'est pas du tout dans le même raisonnement en tout cas. Donc je pars de ce qu'on m'a donné. Donc on m'a donné cosinus de 5x. Alors ça aussi, on aura d'autres techniques, notamment ceux qui ont suivi Math Expert ont dû voir une technique pour linéariser, hein, on appelle ça linéariser l'expression. Là, bon, il faut passer par les complexes. Donc là, pour l'instant, on n'a pas revu les complexes, donc je ne passe pas par les complexes. Mais du coup, c'est un peu plus long, je préviens. Donc là, l'idée, c'est de dire que cosinus de 5x, c'est pareil que cosinus de 3x plus 2x. Et donc d'utiliser le cosinus de A plus B. Donc rappelez-vous cos ici, etc. Donc ça fait cos 3x, cos 2x, cos A, cos, de K, cos A, pardon, non, cos A, cos B, moins sinus A, sinus B, donc sinus 3x, sinus 2x. Bon, alors vous allez me dire, on est encore loin. Oui, on est encore loin, mais c'est pas grave, on recommence. Puisque cos 3x, c'est lui aussi x plus 2x. Donc, je vais pouvoir écrire lui, là, cos 3x, comme cos x cos de 2x moins sinus x sinus 2x. Voilà. Et le cos de 2x qui est à côté. Alors là, on a déjà la formule dans le cours, donc tant qu'à faire, hein, on va s'épargner des calculs. On aurait pu le faire de la même manière, mais on va l'écrire directement. C'est 2 cos carré x moins 1. Vous l'avez dans le premier encadré de la page. Bon, ça, c'est que pour le premier produit. Ensuite, le deuxième produit, on a sinus de 3x. Donc, sinus de 3x, même principe, je peux dire que c'est sinus de 2x plus x. Donc, ça va me faire
sinus de 2x cos x. Donc là, c'est sico cossi. Plus cos de 2x sinus x. Et on a le sinus de 2x à côté qui, lui, on l'a déjà dans le cours, vaut 2 sinus x cos x. Bon, allez, on s'accroche. C'est long, mais c'est pas forcément très compliqué. On continue. Donc là, maintenant, on n'a plus que des 2x qui nous gênent. Donc tous les cos de 2x et sinus de 2x, il va falloir les transformer, les écrire comme on les a dans le cours. Donc forcément, ça va encore ajouter à la complexité de l'écriture, mais on va s'en sortir. Donc, alors, comment je peux vous l'écrire le plus simplement possible? Il n'y a pas de version très simple. Alors, je vais développer. Hein. Donc, ça nous fait donc 2 cos cube de x fois cos de 2x, et on va le remplacer directement. Enfin, d'ailleurs, en fait, je sais pas, je cherche la version la moins longue. Bon, c'est pas grave. On va laisser à l'intérieur de la parenthèse. Peut-être quand même plus facile à présenter. Donc le cos de 2x, on le remplace par justement 2 cos carré de x moins 1. Partout. Hein. Voilà. Moins sinus x. Et le sinus de 2x, on le remplace par 2 sinus x cos x. Ce qui nous donne, je vais court-circuiter un peu les étapes, 2 sinus carré de x cos x. Voilà. Et il me reste toujours le deuxième facteur. Donc là, c'est pas beau, mais au moins, j'ai que du x. Moins, donc on va faire pareil pour l'autre. Alors, sinus de 2x et 2 sinus x cos x, donc ça nous fait 2 cos carré x sinus x, plus 2 cos carré de x moins 1 fois sinus x, fois 2, alors le 2 je le mets devant, sinus x cos x. Voilà. Allez, on continue. Alors, donc maintenant, je vais déjà développer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai 2 cos cube de x, moins cos x, moins 2... ah oui, et on voulait que du cos x, hein, c'est ça? Ah oui, d'accord. Donc le sinus carré, hop, on transforme. On transforme en 1 moins cos carré. Donc je vais faire le calcul directement. Donc ça me fait moins 2 cos x plus 2 cos cube de x. Ah oui, mais il y avait déjà un 2, donc ça va faire 4. Voilà. Ok. Ensuite, donc je multiplie par 2 cos carré x moins 1, toujours. Et là, même idée, donc moins 2, facteur 2. Alors, on y va. Donc, parce qu'en fait là, le truc c'est que pour enlever les sinus x, il faut que je fasse apparaître des sinus carrés pour pouvoir les transformer en 1 moins cos carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que là j'ai un sinus x qui est en facteur à l'intérieur, donc je vais le sortir, entre guillemets, je vais le factoriser. Donc je vais avoir 2 sinus carré x cos x en facteur. Donc lui, il est passé devant, hein, et il s'est multiplié par un sinus x, et par le 2. Et donc il me reste dans la grande parenthèse, il me reste plus grand chose, il me reste 2 cos carré de x plus 2 cos carré de x moins 1. Voilà, ce qui est mieux déjà. Bon, on y arrive. Alors maintenant on continue. Là-dedans, ça commence à aller mieux, puisque les cos cubes, j'en ai 6. Donc j'ai 6 cosinus cube de x moins 3 cosinus x, qui se multiplie par 2 cos carré de x moins 1. Voilà, on est sur la bonne voie, il n'y a plus que les choses qu'il nous faut. Moins 2, alors, le sinus carré x, je le remplace par 1 moins cos carré. Ah oui, je suis en train de voir que tout à l'heure, du coup, j'ai mis un 4. Pardon, j'ai court-circuité un truc dans ma tête, donc excusez-moi, donc ça en fait que 4 ici. Voilà. Donc c'est bon.
Du coup, là, ben, en fait, c'est le même principe. Donc, ça va me faire justement donc 2 cos x moins... oui, c'est ça. Moins 2 cos cube de x. Voilà. Que je multiplie par 2 cos carré. Enfin, donc, il y en a, oui, il y en a 4 en fait en tout. Donc, 4 cos carré de x moins 1. Voilà, on y arrive. Donc, alors, maintenant, je cherche juste s'il y a quelque chose de sympa pour éviter de tout développer. Et ben non. Donc, enfin, s'il y a un cos x qu'on peut sortir, mais c'est tout. Donc, bon, ça n'a pas un grand intérêt. Donc, allez, on y va, on développe. Donc, on va avoir du cos puissance 5 exposant 5. Donc, on en a 8. 8 cos exposant 5 de x, moins 4 cos cube de x, moins 6 cos cube de x, plus 3 cos de x, moins 8 cos cube de x, plus 2 cos x, plus 8 cos exposant 5 de x, plus 2 cos cube de x. Allez, on rassemble tout ce beau monde et on sera bon. Donc les cos exposant 5, on en a 16. Les cos exposant 3, donc on en a ici moins 10, moins 18, plus 2, moins 16, pardon, moins 16 cosinus cube x. Les carrés, on n'en a pas. Et donc après, on a 5 cos x. Voilà, on est arrivé au bout. Hein. Pas facile. Alors, je vérifie juste une chose. Je suis étonnée par le moins 16. Plus 2, oui, voilà, effectivement. Il y a une erreur de signe ici, je m'en doutais. Donc, on est ici à moins 20. Voilà. Bon, pas très beau, hein, ce calcul. Mais on y arrive. En tout cas, j'espère que vous comprenez bien l'énoncé, du coup. Vous voyez bien qu'effectivement, on n'a que du cos x ou du cos x puissance quelque chose. Voilà. Mais on n'a plus de cosinus composé avec une fonction affine. On n'a plus que de la fonction cosinus qui éventuellement a récupéré un exposant. Voilà, donc ça, c'est donc, enfin bon, ça portera des noms, tout ça, peu importe. Ça fait partie des choses donc qu'on peut vous demander de savoir faire. Et en fait, en passant par les complexes, d'ailleurs, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on le fait. Parce qu'en fait, la linéarisation, je parlais de linéarisation tout à l'heure, c'est de là vers là plutôt. Et donc, on utilise les complexes. Après, ça peut aussi s'utiliser dans l'autre sens, un peu plus compliqué. Mais on peut aussi le faire donc, de cette manière-là, sans trop de soucis. La linéarisation, voilà, dans la question 1, c'était la linéarisation, justement. Donc, c'était dans l'autre sens. Bon, tout ça, c'est du vocabulaire. Après, donc la question 3, on vous demande de résoudre une équation. Alors, ça va aller un petit peu plus vite, ça. Ça n'a pas l'air comme ça, mais en réalité, il y a un peu moins de travail dans la question 3. Il suffit d'avoir la bonne astuce. Donc, 2 sinus x cosinus x plus racine de 3 cosinus de 2x égale 0. Alors, déjà, ce qui peut peut-être sauter aux yeux quand on a un peu les formules en tête, c'est que 2 sinus x cos x, justement, c'est la même chose que sinus de 2x plus racine de 3 cosinus de 2x. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que cette fois-ci, je me retrouve avec le même angle là et là. Et donc, je me dis, bon, ben, ça pourrait être un A ou un B dans une des formules. Et notamment, on se rappelle des formules Cocos-Ici, etc. Ça pourrait fonctionner. Voilà. Sauf que pour que ça marche, il faudrait que devant, on ait un cosinus ou un sinus d'un autre angle, connu. Racine de 3, c'est pas un cosinus ou un sinus connu. Mais si on le divise par 2, ça devient un cosinus connu, ou un sinus d'ailleurs. Donc on se dit, bon, bah, divisons par 2, on verra bien ce que ça donne. On fait apparaître des choses qui nous arrangent. Donc plus racine de 3 sur 2 cosinus de 2x. Et là, effectivement, la formule la plus simple, c'est Cocos ici, donc partons là-dessus.
Lui, je pourrais l'écrire comme un cosinus et lui comme un sinus, et en plus du même angle. Et là, ça devient très intéressant, parce que là, pour le coup, on va pouvoir faire une identification avec enfin une comparaison avec la formule dont on dispose. Donc 1/2, c'est le sinus de pi sur 6, qui est intéressant, puisque racine de 3 sur 2, c'est aussi le cosinus de pi sur 6. Voilà, et donc là, vous reconnaissez, alors le coco, il n'est pas au bon endroit, mais bon, ça pose pas de problème. On reconnaît la formule coco ici avec un plus, qui est en fait cosinus de a moins b, avec a qui serait pi sur 6, et, enfin au contraire d'ailleurs, ou b qui serait pi sur 6 et a qui serait 2x. Là, ça change rien, puisque de toute façon, la multiplication se fait dans l'ordre qu'on veut. Et donc finalement, eh ben, on se dit, ok, bah, c'est la même chose que cosinus de 2x moins pi sur 6 égale à 0. Et là, tout devient plus simple, puisque ce genre d'équations, on les a déjà travaillées, en espérant que ce soit à peu près clair pour vous. Et donc on sait faire. Alors soit vous représentez bien le cercle trigo, soit vous dites que le cosinus qui vaut 0, c'est en pi sur 2. Et donc, ça signifie que 2x moins pi sur 6, bah, soit il vaut pi sur 2 à 2 pi près, soit il vaut moins pi sur 2 à 2 pi près. Voilà. Et donc après, bah, finalement, il faut juste trouver x. Donc on ajoute pi sur 6, donc ça fait 2x égale 2 pi sur 3. Oui, d'ailleurs, bah oui, je suis en train de me dire, on l'a vu, on l'avait, oui, oui. Bon, on peut faire en deux cas comme ça, ou bien on peut dire, rappelez-vous, on l'a fait, hein, puisqu'à pi. En fait, puisque prendre tous les pi sur 2 ou tous les moins pi sur 2, enfin je veux dire tous ceux de la famille, ça revient à faire donc les demi-tours là dont on avait parlé. Donc oui, faisons-le comme ça ira plus vite. Hop, donc puisqu'à pi, du coup on n'a qu'une équation à résoudre. Donc c'est encore plus rapide. Donc du coup, pi sur 2 plus pi sur 6, ça fait 2 pi sur 3. Ensuite, K-pi, ça n'a pas changé, avec K appartenant à Z. Ensuite, on divise par 2 et on a fini. Donc 2pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3, plus K-pi sur 2, avec K appartenant à Z. Donc voilà, on les tient, nos solutions. En plus, il n'y avait pas de souci de définition, donc elles sont toutes bonnes. Donc ce sont les pi sur 3 plus K-pi sur 2, avec K appartenant à Z. Voilà, donc bon, évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, si c'était pas racine de 3, alors ce sont des équations, bien sûr, qui fonctionnent dans de bonnes conditions, hein, évidemment. Bon, et la quatrième, pareil, elle peut faire peur, mais en réalité, ça va aller assez vite. Donc, on vous demande de montrer une égalité. Donc là, attention, montrer une égalité pour tout x, c'est pas résoudre une équation, d'accord? C'est pas du tout la même question que le 3. Le 3, il fallait trouver quelle valeur de x précisément faisait que l'égalité était vraie. Sous-entendu, elle risque de ne pas être vraie pour tous les x. Ça se pourrait, hein, on pourrait trouver que les solutions de l'équation sont tout r, c'est possible. Mais bon, c'est assez rare, en général, c'est quelques-unes. Là, dans le 4, on vous dit déjà ça marche pour tout r, mais il faut le montrer. Voilà, il faut montrer que bah, justement, si on la résolvait, bah, finalement, on trouverait que tous les x fonctionnent. Donc là, on veut montrer l'égalité vraie pour tout x. Donc, c'est pas la même façon de procéder. Quand vous voulez démontrer donc, une égalité qui doit être vraie donc, pour tout x dans un certain ensemble, en général, c'est pas toujours le cas, on peut procéder par équivalence aussi, mais en général, on part du membre de gauche pour arriver au membre de droite par égalité successive ou le contraire. Donc là, justement, partons par exemple de suite gauche. Bien que j'ai pas testé, mais à mon avis, en partant de suite droite, on devrait s'en sortir aussi, parce qu'on a vraiment beaucoup de formules à notre disposition. Voilà. Donc j'ai des sommes, et justement dans mon cours, eh bien, j'ai des formules qui me permettent de passer des sommes au produit. Donc, eh ben, on y va. Donc c'est celle avec P et Q justement. Donc si je prends les deux premiers, par exemple, ici on aurait P, ici on aurait Q, j'applique la formule. Donc 2, ça me fait 2 sinus P plus Q sur 2, donc 3x sur 2. Cosinus P moins Q sur 2, donc x sur 2. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais faire pareil avec les deux autres. P, cette fois-ci, vaut 3x et Q vaut 4x. Donc, même principe.
je vais avoir plus 2 sinus de 7x sur 2 cosinus x sur 2. Voilà. Je peux déjà mettre cosinus 2 cosinus x sur 2 en facteur. Il me reste sinus de 3x sur 2 plus sinus de 7x sur 2. Comme par hasard, c'est encore une somme de sinus que je peux transformer en produit. Et moi, à l'arrivée, je ne veux que des produits. C'est pour ça que je fais ça. Hein. Attention, il y a quand même un sens à ce que je fais. Donc 2 cosinus de x sur 2. Donc c'est encore la même de formule. Donc 2 sinus de la somme divisé par 2. Donc ça nous fait 10x sur 2. Donc 5x sur 2. Voilà. Et cosinus de la différence divisé par 2. Alors ça ferait moins 4x sur 2, enfin moins 2x sur 2, donc ça ferait moins x. Bon, si vous voulez, je vous mets moins x, voilà. Au moins j'applique bêtement la formule. Mais bon, cosinus moins x et cosinus x sont égaux. Hein. Donc à l'arrivée, ça nous fait bien 4 cosinus x sur 2, cosinus x, sinus, pardon, 5x sur 2. Voilà, donc celle-là, au final, elle n'était pas si méchante que ça. Et ce qui est donc assez rigolo, entre guillemets, c'est que finalement le plus long, c'était la question 2 qui avait l'air d'être la plus inoffensive. Donc là aussi, vous allez apprendre, je pense, à vous méfier des apparences. Ben voilà, on arrive donc à la fin, à l'issue de cette partie du chapitre. C'est pas tout le chapitre, mais partie du chapitre. J'espère que ça vous a éclairé sur un certain nombre de points, que vous gagnez même en compétences sur certaines choses. Parce que bon, l'air de rien, on reste dans le périmètre de ce que vous avez déjà rencontré au lycée. Et pourtant, vous voyez qu'on est déjà sur des questions qui sont quand même difficiles quand on arrive du lycée. Donc à consolider vraiment, parce qu'en fait, on va vite avoir besoin de cette technicité-là. Voilà. C'est pas du tout impossible, simplement ça nécessite de l'entraînement et plus de travail personnel que ce que vous avez pu connaître auparavant, c'est certain. C'est une certitude ça. Voilà, donc après concernant le chapitre, il reste quand même un gros morceau encore puisque on verra, alors vous n'aurez pas là pour le coup cette partie-là où vous ne serez pas en autonomie, en tout cas pas complète comme ça, où on va revoir, quand je dis revoir, c'est un grand mot pour un certain nombre d'entre vous, je pense, les résolutions de systèmes basiques, classiques. On aura un chapitre sur les systèmes, mais on a besoin dès le début de l'année de savoir résoudre des petits systèmes, donc on va revenir là-dessus. Et à la fin, on fera aussi une partie sur tout ce qui concerne les inégalités de près ou de loin, parce que sur ça aussi, il y a pas mal de choses à savoir et qui sont transversales à beaucoup de chapitres. Donc vraiment, j'espère que vous avez compris l'esprit de ce début d'année, là, de ce tout premier chapitre qui est en fait le 0, donc qui n'est pas un chapitre en soi. Vous avez dû voir qu'en fait, on vous donne plein d'outils, c'est une espèce de boîte à outils qui va nous servir pour la suite. Donc vraiment, voilà, l'idée c'est de ne pas avoir de lacunes là-dessus pour après ne pas avoir de soucis de technicité, c'est-à-dire qu'on puisse se concentrer sur les nouveautés, sur les notions, sur les concepts, et plus sur justement ces outils-là qui vont devenir, comment dire, des aides, enfin des appuis, voilà, des appuis pour faire d'autres choses. Donc c'est ça l'idée. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. Encore désolée parce que ça fait de longues vidéos. Encore une fois, je vous promets qu'elles ne seront pas toutes comme ça. Simplement, là, vous faites vraiment un gros morceau tout seul. Alors forcément, la vidéo, elle est en conséquence. Donc, merci d'avoir écouté jusque-là en espérant que c'était quand même suffisamment clair. Et sinon, j'ai déjà dit, vous préparez les questions. Voilà, je vous dis donc rendez-vous dans pas longtemps. Et en attendant, écoutez, passez encore de jolies journées et on se retrouve donc en septembre. Merci à vous, à bientôt.